Passion FM, pour vous et avec vous. Bonjour Véronique Gaglione, c'est un grand plaisir, c'est un honneur et puis comment vous dire quel rêve vous m'avez apporté à travers ce superbe livre, ce livre qui m'a étonné, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait sourire, L'éponge, votre premier roman Véronique? Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi. Et puis, le but est atteint parce que c'est exactement ce que je voulais, c'était faire un recueil d'émotions en fait. Et je pense que si j'ai atteint cet objectif avec vous, c'est parfait. C'est tout ce que je demandais. Voilà, parce qu'il faut le savoir, je suis un lecteur assidu, j'adore l'écriture et le roman, j'adore la poésie, j'adore tout ce qui émane de l'imagination, mais il est vrai que par ma profession, je suis plongé dans tellement d'écrits que de m'émouvoir, il en faut beaucoup. Vous avez réussi à toucher ce petit côté de l'âme, mais évidemment ce n'est qu'un avis personnel, au travers d'un personnage, mais qui est touchant, touchant, et que vous portez dans une histoire auquel on ne s'attend, mais alors là, absolument pas du tout. Oui, alors l'éponge, c'est le personnage principal, c'est Colin. Et ce personnage, moi aussi, forcément, j'y suis attachée parce qu'il y a un peu je pense, de nous tous, de vous, quand vous vous rapprochez de personnes que vous ne connaissez pas, quand vous faites ce geste d'essayer de les comprendre. De moi, forcément, ils me ressemblent aussi, puisque par mon métier de journaliste, je rencontre beaucoup de gens d'horizons différents, et à chaque fois, j'essaye d'être un petit peu à leur écoute, à leur portée, de porter leur parole aussi, et de pas la trahir. Et cette éponge, ce Colin, c'est un petit personnage un peu arraché de la vie en même temps, un peu quelqu'un sur qui tous les malheurs s'abattent, et puis qui a cette faculté d'écouter, d'absorber la misère du monde. Et il porte ça un petit peu, c'est vrai, comme un fardeau, jusqu'à ce que les choses s'enchaînent. Il trouve un poste un peu taillé sur mesure pour lui dans un hôpital, gardien de nuit, et là, il veille sur les deux extrémités de la vie. C'est un peu ce qui m'intéressait, à la fois ce mélange qu'il y a dans le milieu hospitalier, où il y a les naissances au premier étage, là en l'occurrence, et puis après il y a toutes les vies en sursis, toute cette addition de chiffres posés avec retenue. C'est un peu comme ça que je les vois, toutes ces chambres sur lesquelles il veille. Et puis il est entraîné comme ça dans une histoire qui va l'aspirer bien plus loin, je pense, que ce qu'il aurait imaginé. Voilà, l'histoire commence par une tragédie, et comme le disait l'un des auteurs que nous avions reçus sur cette antenne, mon Dieu, l'humour est toujours empreinte de tragédie, car Colin se sépare de sa compagne suite à une dispute de vaisselle. Une éponge vole à travers la pièce et marque le mur, et cette marque nous suivra tout au long de votre ouvrage. Alors Colin, grâce à cette ou à cause de cette tragédie, va nous faire découvrir et va lui-même découvrir son destin. Et peut-être aussi par besoin de travail. Oui, oui, et je pense par besoin effectivement d'une utilité. Je pense qu'on est tous à la recherche de notre place dans la vie, dans la société, de notre utilité par rapport aux autres. On est toujours très attentif à ce qu'on va pouvoir apporter, au regard des autres. Et lui, là, il s'installe, il est un peu aussi inconsistant que l'éponge au départ. On le sent un peu flou, ce personnage, un peu se cherchant. Et puis peu à peu, on sent qu'il va gagner une place, une vraie place, et puis qu'il va découvrir lui-même à mieux se connaître certainement, au fur et à mesure que le lecteur aussi va mieux le cerner. Et il rencontre, vous l'avez souligné en début d'interview, il rencontre deux extrêmes. D'abord la pédiatrie, non pas d'abord la pédiatrie ensuite, mais au premier abord, il plonge en plein service gyontologique. Oui, alors il est confronté aux étages les plus difficiles de l'hôpital, donc effectivement des maladies, des cancers, des sida, des maladies difficiles. Et c'est vrai que ce personnage, il existait un peu dans mon esprit, puisque il était largement inspiré d'un aumônier d'hôpital que j'ai rencontré sur un tournage de magazine pour Envoyé spécial il y a de nombreuses années. Et
c'est vrai que c'était fascinant de voir la démarche que ce personnage avait, d'arriver à côtoyer la vie, la mort, avec une certaine distance, de savoir apaiser. Et c'était pas si facile. Ça paraît simple comme ça, mais on se rend compte on n'a plus l'habitude en fait d'être confronté aux fins de vie tout simplement, et que il y a parfois on a besoin aussi de ces personnages, de ces éponges, de ces gens qui savent faire, qui savent tout simplement être à l'écoute, tout simplement accompagner les gens. Et il y a un peu de ça, il y a un peu de cet aumônier d'hôpital dans ce Colin, même si évidemment ça n'est pas lui, même si après je lui prête tout un tas d'autres histoires, y compris amoureuses, qui pour le coup sont pure invention. Mais voilà, moi j'avais envie de rendre hommage un petit peu à cet aumônier que j'avais rencontré et qui m'avait vraiment impressionné. Non seulement vous parlez de cet aumônier, effectivement, mais vous parlez également de ce problème sociétal, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de ces endroits où l'on, entre guillemets, case les personnes en fin de vie, case les personnes en gériatrie, et l'on fait des espèces de modules presque cyniques, où on ne mélange plus les genres, et vous venez de le souligner, c'est que la mort n'est plus apprivoisée par nos sociétés, sauf peut-être par les plus jeunes, et ça c'est assez curieux. Oui, la mort fait peur, oui, c'est vrai. Et, je me souviens très bien pendant ce tournage où on le suivait un petit peu 24 heures sur 24, cet aumônier, on était revenu dans l'hôpital parce qu'il avait été bipé, et il y avait une dame en fin de vie qui était dans sa chambre, et ses proches étaient tout empruntés, ils savaient plus quoi faire, alors qu'il suffisait de pas grand chose, il suffisait de poser une main sur son front, il suffisait peut-être d'humecter son front, de lui prendre la main, de lui parler, et puis plus personne ne savait trop quoi faire en fait. Et dans ces cas-là, en fait, on ne sait pas comment dire au revoir, comment gérer la mort. C'est vrai que ça c'était important. Bon, c'est pas le thème non plus qui va occuper tout le livre, heureusement, mais voilà, je trouve qu'il y a il y a une certaine fascination, et je pense que ce regard-là, il fallait le porter avec un peu de recul, d'humour, de dérision, et c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que sinon c'est trop lourd, évidemment, c'est beaucoup trop lourd à porter. Et de tendresse, énormément de tendresse, parce qu'effectivement, bien entendu, ce n'est pas tout l'ensemble de votre recueil de vos écrits, mais il prend une grande part dans ce récit, et cette mort, me semble-t-il, est apprivoisée, et on sent un effleurement du palliatif, des soins palliatifs, et c'est très bien, comme vous l'avez souligné également, c'est que en fin de vie, on a besoin de peu de choses, un peu d'écoute, un peu de discussion, ou peut-être un regard neutre, tout simplement. Oui, oui, tout simplement. Oui, je pense que on doit réapprendre effectivement à retisser un lien avec ces derniers moments de vie, parce que forcément ils nous attendent tous, hein, de toute façon. Et puis c'est effectivement pas compliqué, je pense, de savoir. Et puis quelle beauté finalement de partir dans le calme, et de savoir que tout est en place, qu'en fait on a pu dire au revoir, que les gens se sont parlé une dernière fois, se sont compris une dernière fois, et puis que ça peut être très beau finalement, une fin de vie, au lieu de la caser dans un coin d'hôpital, dans le silence et froid de la nuit, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement. Oui, j'avais rencontré une personne qui était soignante justement dans un centre gériatrique, un centre de fin de vie. Ce n'est pas exact de dire un centre gériatrique et un centre de fin de vie, je dirais plutôt palliatif. Et qui me disait que finalement la mort, on n'y échappe pas, on y va tous, et que la mort se prépare, et que les personnes qui ont préparé cette mort se sont bien souvent paisibles au moment de partir.
Et on retrouve ceci dans votre livre exprimé différemment. Mais il n'y a pas que la mort, vous l'avez dit vous-même, il y a aussi ce sacré Colin, le tendre, j'adore son nom de famille, le tendre, sacré, qui à un moment donné se lâche complètement, rentre en Oui. boîte, et puis folâtre de femme en femme, et jusqu'à l'épuisement, jusqu'au dégoût. Et est-ce que ce n'est pas justement une réaction par rapport à cette fréquentation de ce service? Oui, je pense. Puis, tous les gens qui travaillent en hôpital vous le diront, il y a un besoin d'un moment lâcher un peu la soupape, quoi, d'exploser, même jusqu'aux blagues euh, les plus inavouables finalement, parce que je pense que quand on côtoie comme ça des milieux très difficiles, c'est normal, c'est humain et c'est vital de faire rentrer tout d'un coup la vie, tout simplement, de faire un pied de nez à la mort, de se dire que oui, on peut vivre, on peut rire et on peut s'en moquer parce que de toute façon, effectivement, vous l'avez dit, on n'y coupera pas. Mais il y a cette envie chez Colin d'aller jusqu'au bout, d'aller presque oui jusqu'au dégoût, d'aller se confronter à la vie, la vraie, celle qui bouillonne à l'extérieur, et pour se dire que finalement oui, sa place est aussi à l'hôpital, oui, sa place est aussi dans ces huis clos, mais il reste un homme. Oui, et puis il y a cette forme de guérison parce qu'on pressent qu'il commence à guérir de cette blessure, de cette séparation avec Clara. Oui, oui, ça va être long, très imagé, avec effectivement cette métaphore de l'éponge et de la façon dont sa blessure, peu à peu, va se cautériser. Ça va prendre du temps, ça va passer par beaucoup de rencontres. Et c'est ces rencontres-là, en fait, qui m'intéressent davantage, plus encore que son cheminement personnel à lui. C'est toute cette forêt de personnages, exactement comme dans la vraie vie, en fait, quand on sait que chacun est à sa place et nous apporte un petit quelque chose qui va nous aider à nous construire, qui va nous aider à avancer. Et c'est comme ça que effectivement il va rencontrer une jeune fille à l'hôpital et que tout d'un coup il va un peu je pense, se dépasser, se sublimer pour elle, essayer de donner le meilleur. C'était un petit peu, je pense, à une période de ma vie où forcément j'avais ces interrogations qu'on a tous sur la maternité, la paternité, sur ce qu'on peut apporter aussi aux plus jeunes, à nos enfants, et ce qu'on est prêt à leur donner. Et je pense que oui, c'était important aussi d'avoir cette relation entre Colin et Lou, qui n'est pas de sa génération, et qui lui permet à lui de mieux se définir finalement. Ce qui m'a impressionné, c'est que votre roman contient à peu près 149 pages, et en 149 pages, vous réussissez à passer d'un sujet à l'autre et des sujets de vie profonds et qui nous touchent tous. Vous touchez, on l'a dit, à la mort, vous touchez à la gériatrie, vous touchez à la pédiatrie, et vous touchez à la foi, parce que vous en parlez, vous touchez à la Oh, il y a presque un peu de maternité. tout. Oui, la paternité, la pédophilie. Je crois qu'il y a un peu. C'est vrai il y a un brassage. Enfin, je sais pas comment il faut l'appeler, mais j'aime ce côté-là. En fait, c'est ça la vie, c'est que elle est toujours là où on l'attend pas. Et bon, forcément, comme je travaille avec l'actualité, je suis habituée à ce que d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, je passe d'un sujet à l'autre. Et c'est cette gymnastique-là qui est intéressante, c'est de se dire oui, on est capable d'encaisser tous ces sentiments les uns après les autres, de les accepter, mais plus que ça, de les utiliser pour se construire soi-même et d'avancer et de faire sien tous ces sentiments, de faire sienne toutes ces émotions, de les capturer, de les retranscrire. Et c'est tout ce qui est passionnant dans la vie qu'on a, même si effectivement on peut toujours reprocher qu'on vit de plus en plus vite, de plus en plus mal, qu'on a l'impression de survoler les choses, qu'on a l'impression de jamais aller au fond. Mais au fond de nous, on n'a pas tant changé finalement depuis des générations. C'est toujours
c'est la même permanence de sentiments, c'est les mêmes choses qui continuent à nous émouvoir, c'est les mêmes choses qui continuent à nous choquer. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment cette matière humaine qui depuis toujours me passionne, quoi. Et si j'ai réussi à un peu transmettre de ça, alors tant mieux. Vraiment, c'est tout ce que je demande. Oui, mais j'allais justement vous dire, ok, rencontrer les gens, d'accord, les sentir et sentir réellement la vie de chacun. Oui, ok, observer la vie qui change de scénario quasiment tous les jours, mais de là à le retranscrire de cette manière-là, moi je dis bravo. C'est quand même un roman qui vous porte et qui vous fait rêver, je l'ai dit en début d'émission. Vous avez réussi un condensé, mais un condensé qui est beau. Et il y a toujours le sourire au coin des lèvres lorsqu'on lit votre livre, parce qu'on s'attend toujours, je ne dirais pas l'éclat de rire, mais on se sent bien et on sent qu'il va toujours y avoir une vanne quelque part, sous-entendue ou entendue, et j'adore ça, quoi. C'est qu'on ne s'embête pas, on pleure, on rit avec plaisir, et on souffre en même temps, parce que, bah, d'accord, l'humour, mais c'est quand même dur, hein. Oui, c'est dur. Enfin, je crois que c'était Boris Vian qui disait que l'humour est la politesse du désespoir, mais c'est tellement vrai, et c'est tellement ça. Euh, Moi, oui, j'ai gardé, j'ai toujours eu un sens de la dérision, de l'humour, de pas se prendre au sérieux, de se dire que tout peut passer, y compris les choses les plus dures du moment qu'on y met les formes, et puis surtout pas oublier le sourire, quoi. Surtout pas oublier de se moquer de soi-même, de se moquer des autres aussi, j'avoue, mais de se moquer de soi-même d'abord, et puis, oui, les mots sont là pour ça, et je pense qu'ils ont vraiment ils ont été inventés pour ça. C'est pour qu'on arrive à jouer de juxtaposition, de se dire que tout d'un coup, paf, il y en a un qui arrive comme un petit caillou dans la mare, et celui-là, il va vous éclabousser parce qu'on l'attend pas à ce moment-là, et c'est ce qu'il faut. C'est qu'à un moment, il faut pas s'endormir dans un rythme où tout est attendu, et il faut qu'à un moment il y ait des phrases qui arrivent et qui sapent l'équilibre de ce qui était établi, enfin voilà, c'est toute la beauté du travail d'écriture. Enfin, c'est tout le plaisir en fait. Oui, écrire certes, mais c'est une écriture qui semble facile quand on la lit, mais on sent qu'elle est vraiment travaillée. Elle n'est pas pompeuse, c'est une écriture de tous les jours, mais c'est une belle écriture, et pour ça je vous remercie. Je vous remercie 1 million de fois pour ce plaisir que vous nous avez offert. Je ne reconnais pas tout de suite quelle est la masse noire allongée devant mon portail. Ce n'est pas le sac à puce des voisins, je l'identifierai à l'odeur depuis le coin de la rue. Non, ça ressemble à un gros sac de voyage avec des bras et des jambes repliées. C'est quand même chouette, non? C'est pas le passage que j'aurais choisi. C'est rigolo que vous ayez choisi celui-ci. Ouais. Non, mais enfin, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle d'écrire en images, puisque je travaille dans le monde de l'image, et donc je pense que quelque part, je peux pas me départir de certaines méthodes, réflexes, appelons ça comme on veut, où j'ai envie que les gens voient, même s'il n'y a pas l'image dans le livre, il faut qu'ils imaginent assez vite et qu'ils sachent, en quelques mots, pas la peine je pense pas la peine de paragraphes entiers de description, ou connaître la couleur des cheveux, ou c'est pas le plus important, c'est de trouver le petit détail, la petite chose qui va plus faire un rappel à l'émotion qu'au physique des gens, en fait. C'est vraiment plus, oui, c'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, quand j'ai lu votre 4e de couverture, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Véronique Gallienne est grand reporter à France Télévisions. Elle porte un regard abruti sur l'actualité. Mais quand j'ai vu grand reporter à France Télévisions, je me suis dit, là, ça craint. Parce que on risque de mélanger les genres. Et donc, j'avoue,
que j'avais un a priori à commencer le livre. Et puis je me suis dit, mais c'est idiot quoi. Après les 2 premières pages, j'étais dans le livre et j'ai complètement oublié votre métier et c'est tant mieux. Et pourquoi des a priori après tout? Moi ce que j'aime bien, c'est quand il est marqué grand reporter à France Télévisions et comme je suis belge et un humour belge, je vous demanderai combien mesurez-vous? 1m62, c'est pas bien grand. Et dans le métier, c'est tout petit aussi. Non, non, non. Non, c'est vrai que bon, on aime bien se gargariser avec tous les titres qu'on peut avoir. Et en fait, un grand reporter maintenant, c'est tellement engalvaudé que même dans la profession, ça veut plus dire grand-chose. Ça veut pas dire qu'on va sur les fronts de guerre, contrairement à ce qu'on croit. Grand reporter, ça veut juste dire, grosso modo, je vais faire un résumé, qu'on peut se débrouiller dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'on vous met dans n'importe quel lieu, sur n'importe quel tournage, en position directe ou pas, et vous savez vous débrouiller. Et là, on considère dans la profession que vous êtes grand reporter. Donc ça n'a rien à voir avec la taille, ni avec de grandes qualités professionnelles, mais c'est savoir, oui, je pense savoir s'adapter, simplement. Oui. Voilà, si je me suis permis de poser cette question qui peut paraître un peu incisive, c'est que je voulais vraiment amener l'auditeur à comprendre que j'ai lu ce livre sans a priori, qui a absolument aucune relation de votre profession avec le coup de foudre que j'ai eu pour votre roman. Je l'ai lu à travers l'auteur Véronique Gaillonne, à travers la femme, à travers sa plume. Je le conseille 1 million de fois. Je le conseille avec plaisir, je le conseille. Ce livre fait partie des 3 perles que j'ai lues cette année, depuis janvier. J'en avais eu d'autres et celui-ci fait vraiment partie du trio de tête. Je vous remercie pour ça. Alors, Véronique, L'éponge, c'est paru aux éditions ED2A. C'est Monsieur Le Nain qui est responsable de cette maison d'édition. C'est une maison d'édition très active, très sympathique, mais je vous le conseille vivement. Dites-moi, Véronique, comment peut-on se procurer cet ouvrage? Alors, effectivement, les éditions ED2A, ça veut dire auteur d'aujourd'hui pour les 2A. Et l'ouvrage, donc maintenant, il vient de paraître ces jours-ci. Il est référencé, donc ça veut dire que normalement, on peut aller dans n'importe quelle librairie, le commander. On peut évidemment le commander sur Internet, sur tous les sites marchands. Donc ça veut dire que tout doucement, il va commencer à vivre sa vie. Vous avez le trac? Oui, bien sûr, mais c'est une aventure extraordinaire. Moi, je trouve que c'est beau parce que c'est un ouvrage en plus que j'ai porté pendant longtemps, puisque en fait, je l'ai réellement écrit et réellement commencé il y a 20 ans, quand j'étais enceinte de ma fille. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces préoccupations de vie, de mort, d'enfance, de transmission, de tout ce qu'on peut y lire. Et puis voilà, la vie fait que je me suis occupée de mon boulot qui est très prenant, de ma famille, de mes enfants, et j'ai un peu lâché ce manuscrit. Il est allé dans les cartons, il a suivi les déménagements, et puis au gré d'une séparation, d'un divorce, j'ai ressorti le manuscrit. Mon nouveau compagnon m'a dit « Oh là là, mais faut pas laisser dormir ça, on va faire quelque chose ». Il a ouvert une page Facebook. Enfin, tout ça est une belle histoire et rien que pour cette histoire-là, rien que pour les gens qui m'entourent, je suis contente. Je suis ravie. C'est plus que contente, évidemment. C'est se dire que on écrit d'abord, évidemment, pour être lu. Alors, c'était sûrement dommage que tout ce paquet d'émotions reste enfoui comme ça dans un carton. Et voilà, je vais libérer là. Quels sont vos plannings de dédicaces là? J'ai lu quelque part que vous commenciez maintenant le long marathon des signatures. Alors, je vais retourner sur mes terres natales puisque je suis normande. Je vais être à Caen vendredi 13 mai, la librairie du Brouillon de Culture, donc une librairie du centre-ville. Je vais retrouver avec plaisir certains collègues du coup avec lesquels j'ai débuté dans la profession aussi de journaliste. Ça c'est la petite parenthèse. Donc à Caen, je serai le vendredi 13 et ensuite grande première aussi évidemment pour moi, je serai à la Comédie du Livre de Montpellier fin mai, 27, 28 et 29 mai, puisque j'habite Montpellier là depuis de nombreuses années.
Et donc c'est sur ma terre natale et sur ma terre maintenant de vie que je vais évidemment commencer à parler du bouquin, et puis après on verra. Est-ce qu'on aura le plaisir un jour de vous recevoir en Belgique? Ah ben alors, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoutez, si le livre commence à avoir du succès chez vous, je pense que là, ça sera un argument, et je prendrai volontiers quelques jours de congé pour venir vous voir avec grand plaisir. Eh bien voilà, rendez-vous est pris. Alors j'ai envie d'approcher la clôture de cette interview par 3 phrases qui m'ont beaucoup touché. J'aurais tant aimé vous connaître, Colin, cher, très cher inconnu, éternellement vôtre, Catherine Casal. J'aurais tant aimé vous connaître, Véronique. Oh oui, que c'est beau cette écriture. Mon Dieu, quel cadeau vous m'avez fait. Et merci, merci infiniment d'avoir assisté aux fruits de ma passion, d'être venu entr'ouvrir la porte de ce petit pays qui est la Belgique. Et j'espère ô combien les auditeurs accueilleront votre ouvrage avec enthousiasme. En tout cas, moi, c'est fait, vous m'avez séduit. Eh bien, ravi d'avoir goûté aux fruits de la passion, moi aussi. Ravi de vous connaître. Et puis, très bientôt, j'espère, vraiment. À très Au revoir. bientôt, pourquoi pas à Montpellier, puisque de temps en temps Oui, je passe bien dans sûr. le coin. Voilà. C'est une ville fantastique, il faut venir à Montpellier. Rendez-vous a pris. Merci Véronique, merci infiniment. Je vous souhaite bon vent et puis je vous souhaite le plus grand succès que mérite ce livre. Et je vous en prie, n'attendez pas 20 ans pour terminer le second. Non. Là, bon, je me suis un petit peu forcément laissé embarquer par la nouvelle aventure de la publication de l'Éponge, et donc forcément j'ai laissé de côté le deuxième manuscrit, mais voilà, je pense qu'il est prometteur et il faudrait pas le laisser tomber. Tout à fait, j'ai une dernière question à vous poser avant que l'on se quitte. Votre couverture est vraiment très belle. On pourrait faire un clin d'œil à la personne qui l'a conçue. Alors la couverture, c'est une belle histoire. C'est tout simplement déjà une photo prise dans les rues de Montpellier. La jeune fille qui est sur la photo est la fille de mon compagnon, et c'est lui qui a pris la photo pour moi. Donc c'est une petite histoire de famille, et je voulais absolument de ce décor qui mélange le réel et l'imaginaire, puisque c'est une jeune fille donc qui joue à la corde à sauter. La jeune fille est bien réelle, hein, c'est Juliette, et la corde à sauter est peinte sur le mur avec deux petites filles peintes sur le mur qui tendent la corde. Et ce mariage, c'est exactement ce que je voulais pour ce bouquin qui, à mon sens, n'est pas dans un monde réel, qui est vraiment à mi-chemin entre l'imaginaire et le réel, un petit peu, alors toute proportion gardée, parce que c'est des auteurs que j'admire énormément, un petit peu comme des livres à la Pénac ou Boris Vian, où on mélange les genres et où on arrive à avoir une histoire qui nous touche beaucoup, mais qui pour autant se situe dans un monde parallèle. Et c'était un petit peu ce que je voulais avec la couverture, et en ce sens, elle me plaît beaucoup, oui. Eh bien, vous remercierez de notre part votre belle-fille et votre compagnon de vous avoir poussé à publier ce livre, et je terminerai par cette phrase. Lou, ton silence m'est devenu insupportable. Réponds à mes lettres, s'il te plaît. Voilà, auditeurs, répondez à notre appel. L'Éponge, je vous le conseille vivement. En plus, ce livre n'est pas très cher, 17,50 €, ça vaut la peine. Et les caractères ne sont pas trop petits pour les personnes qui ont du mal à lire. Ma foi, ce n'est que cadeau. Merci Véronique, à bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir. Au revoir Véronique. Passion FM, pour vous et avec vous.